et bienvenue sur 100% Immo, votre rendez-vous de l'immobilier et de la ville. Aujourd'hui, je reçois David Bourla. David, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le directeur études et recherches de Knight Frank et vous avez récemment publié ou mis à jour une étude que vous suivez depuis longtemps sur le Brexit et les mouvements immobiliers liés au Brexit. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire une présentation rapide de cette étude et surtout de la méthodologie? Alors, oui, tout à fait, c'est une étude que nous faisons maintenant depuis plusieurs années. En fait, nous nous sommes intéressés au Brexit dès le vote des Britanniques 2016, en juin 2016. c'est ça? Tout à fait, et nous avons décidé de recenser tous les mouvements liés au Brexit, c'est-à-dire les entreprises décidant de s'étendre dans une ville de l'Union européenne ou d'y relocaliser des effectifs en raison précisément du Brexit, qu'il s'agisse de mouvements certains ou potentiels. Alors bien évidemment, plus on avance dans le temps, plus les mouvements sont devenus certains, et ces mouvements concernent différents secteurs d'activité. C'est vrai qu'on parle souvent de la finance, qui représente effectivement une majorité des mouvements d'entreprises liés au Brexit, mais il y a aussi des entreprises du secteur juridique, du secteur audiovisuel, du secteur pharmaceutique, etc. D'accord. Alors, quels sont les premiers enseignements que vous tirez pour 2020? Alors, au-delà de l'accord qui a été signé entre Londres et Bruxelles le 24 décembre, Est-ce que ça a changé des choses, tout ça? Voilà. alors, ça n'a pas vraiment changé les choses puisque cet accord ne porte pas sur les services financiers. Il portait sur d'autres sujets dont la pêche dont on a beaucoup parlé, Exactement. mais les discussions sont en cours pour traiter du sujet des services financiers qui devraient aboutir normalement d'ici la fin mars. Donc en 2020, ce qu'on a remarqué, c'est moins de mouvements d'entreprises liés au Brexit. Alors Mhm. au total, depuis 2016, on en a comptabilisé un peu plus de 570, dont D'accord. plus de 200 en 2018, qui représentait le pic, C'était l'année record, oui, tout tout à à fait. fait, qui représentait Mhm. le pic en nombre de mouvements, un peu moins en 2019 avec environ 160 mouvements, et puis une soixantaine seulement en 2020. Alors c'est forcément lié au fait qu'on a un stock de mouvements potentiels qui se réduit au fur et à mesure des années, avec un certain nombre d'entreprises qui ont déjà pris leurs dispositions et qui ont anticipé la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Et puis la crise sanitaire a évidemment eu un impact puisqu'elle a conduit certaines entreprises à reporter leurs projets de relocalisation ou d'expansion et pour certaines à redimensionner à la baisse ces projets. D'accord, mais il n'y a pas eu vraiment, avec cette crise sanitaire, d'annulation complète de certains de ces mouvements. Est-ce que vous avez pu vous en rendre compte de ça? Alors, on a de très rares exemples d'entreprises qui ont annulé leurs mouvements, mais pour la majorité, ces mouvements se continuent parce que, alors c'est lié tout simplement au contexte réglementaire qui fait que la contrainte euh, existe toujours pour les entreprises à partir du moment où le Royaume-Uni sort de l'Union européenne. Les entreprises financières notamment qui veulent continuer d'exercer leur activité et d'avoir accès au marché commun doivent domicilier leurs activités au sein d'un pays de l'Union européenne. Et quand vous parlez de domiciliation, c'est pas juste la boîte aux lettres, hein. On est d'accord que il faut une structure, il faut une équipe derrière, c'est ça? Alors tout à fait, d'ailleurs, dès 2017, les différentes instances de l'Union européenne ont bien insisté sur le fait qu'il ne pouvait pas y avoir de coquilles vides ou de relocalisation de façade et qu'il fallait véritablement avoir des équipes sur place pour exercer ces activités et avoir accès au marché commun. D'accord. Alors, parlons immobilier et de l'impact direct de ces mouvements sur le marché. On va garder le marché français dans un premier temps et peut-être aussi regarder quelles sont les spécificités. Je pense que c'est surtout la place parisienne, mais elle est quand même finalement en espèce de concurrence avec d'autres grandes métropoles, euh, on va dire européennes. Quels sont ces impacts directs alors sur l'immobilier? Alors déjà pour parler des différentes métropoles européennes, alors Paris est effectivement bien placé, mais quand on regarde l'ensemble des mouvements liés au Brexit, alors ils se portent sur un nombre important de destinations. Vous avez des villes comme effectivement Paris, Dublin, Amsterdam, Francfort dont on parle beaucoup, mais vous avez aussi eu des mouvements recensés dans des villes comme Munich, Cork, Athènes, Vilnius, Madrid, Bruxelles. Donc on voit que
que d'ailleurs ce qui s'est confirmé ces derniers mois, c'est qu'on a plutôt une confirmation d'un système multipolaire, notamment le système du financier, plutôt que le renforcement d'une seule grande ville qui tirerait la majeure partie des gains liés au Brexit. Alors, on a quand même 3 grandes villes donc, qui bénéficient de ces mouvements. Dublin, qui est toujours en première position pour des raisons réglementaires, fiscales, et de proximité aussi culturelle, géographique, économique avec le Royaume-Uni, ça c'est quand même essentiel. Devant Paris, qui a consolidé en 2020 sa place devant Luxembourg, Amsterdam et Francfort. D'accord. Alors, pour ce qui est de l'immobilier, l'impact il est quand même relativement limité. Impact limité en volume plutôt, hein, c'est ça? Alors, impact limité en volume de mètres carrés consommés par ces entreprises dans leur mouvement lié au Brexit. Alors, pour différentes raisons. Déjà, sur les effectifs concernés, alors ces effectifs sont généralement assez limités. Pour environ 7 sur 10 d'entre eux, ça concerne moins de 30 personnes. Et si on prend la totalité des gains de mouvements représentés par le Brexit à Paris, soit une centaine de mouvements à peu près, c'est environ 3000 à 3500 gains d'emploi. Donc on voit de façon assez simpliste que rapporté au nombre de mètres carrés par personne, ça représente quoi, 12 mètres carrés par personne? Oui, en moyenne, c'est ce qu'on donne généralement en moyenne. C'est une goutte d'eau par rapport aux 2,3 millions de mètres carrés consommés habituellement sur le marché francilien chaque année, même si cette demande a été réduite très fortement par la crise du Covid. D'accord. Et en termes de, ça c'était en termes de volume, en termes de valeur, en termes d'image, quel est cet impact? Alors l'impact, il est très important en termes d'image, parce que même si le nombre d'emplois est relativement limité, évidemment ce sont des mouvements parfois assez importants symboliquement et par l'importance des entreprises qui font ces mouvements. Donc par exemple de grandes banques américaines, britanniques, de grands cabinets d'avocats. On a parlé de Goldman Sachs cette année d'ailleurs. Oui, Goldman Sachs, JP Morgan, mais vous avez aussi des banques japonaises comme Mizuho, des banques australiennes, vous avez des grands cabinets d'avocats américains. Donc ça renforce tout de même la position de Paris en tant que grande place économique et financière internationale. Et puis c'est un impact qui n'est pas du tout anodin sur les secteurs géographiques qui sont les plus ciblés par ces entreprises. Et c'est évidemment le QCA, donc Quartier Central des Affaires Parisien, qui rafle quasiment, alors non pas la totalité, mais un peu plus de 8 mouvements sur 10. Donc pour le QCA, c'est pas anodin parce qu'effectivement, on a des mouvements qui peuvent être importants. Vous parliez de Goldman Sachs et JP Morgan. Ils ont quand même marqué le marché, pas forcément par le volume, mais impact psychologique là-dessus. Alors oui, en volume tout de même en 2020, puisque ça représente 2 transactions qui totalisent 12 000 mètres carrés. Donc surtout l'an passé, avec la réduction très forte des mètres carrés placés, c'est pas rien. De façon symbolique aussi, c'est assez important. Et puis ça a un impact sur les loyers, sur les valeurs locatives prime, donc les valeurs de référence des meilleurs actifs parisiens, puisque ces entreprises qui réalisent des mouvements en raison du Brexit, se focalisent la plupart du temps sur les artères les plus prestigieuses du quartier central des affaires parisiens, sur les actifs très haut de gamme, et que ça pousse donc les valeurs locatives à la hausse. On a l'exemple de Goldman Sachs dans un immeuble en cours de restructuration par SFL près de la place de l'Étoile. Et vous avez des mouvements de plus petite taille, mais également sur des immeubles de bureaux neufs, restructurés, qui ont permis de pousser les valeurs à la hausse en 2020. D'accord, avec un pouvoir d'achat, on va dire, pas forcément d'achat, mais un pouvoir locatif en tout cas de la part de ces acteurs assez important. Comment voyez-vous évoluer cette tendance en 2021 ? Alors en 2021, on a parlé de l'accord sur les services financiers qui est attendu pour les prochains mois. Alors, pour mars, c'est ça, je crois. D'ici la fin mars, normalement. On croise les doigts. Il y a eu déjà pas mal de reports sur les négociations entre Londres et Bruxelles. Alors, ça ne va pas changer fondamentalement les choses. Alors, des équivalences pourraient être accordées à certaines activités ou sociétés établies à Londres, mais il faut savoir que ces équivalences sont révocables en principe à tout moment par l'Union européenne. Donc l'accès au marché commun des entreprises basées à Londres restera par nature limité et assez incertain. Donc, ce qui va motiver d'autres mouvements. Il y a tout intérêt à confirmer ou en tout cas à continuer d'avancer sur les pistes des installations en Union européenne. Tout à fait. Donc on attend de nouveaux mouvements en 2021. D'ailleurs, même à Paris, on a certaines recherches immobilières en cours liées au Brexit.
Mhm. Alors, on pourrait avoir, là encore comme en 2020, un nombre plus restreint de mouvements parce que, comme je le disais, le stock de projets potentiels tend quand même à se réduire, évidemment. Quel est le taux de vacances actuellement dans le QCA? Alors, dans le QCA, le taux de vacances, il est d'un peu plus de 4%. Il était d'1,5% à la fin de 2019. Donc, ça signifie que les conditions d'accueil offertes aux entreprises qui veulent s'établir à Paris en raison du Brexit sont bien plus favorables qu'il y a quelques mois. Elles ont plus Ça de va jouer ça choix. dans les négociations. Alors déjà, elles ont plus de choix. Il y a plus d'actifs disponibles dans le QCA, même si 4% de taux de vacances, ça reste assez limité par rapport à la moyenne de l'Île-de-France et aux standards de marché. Mais effectivement, il va y avoir un rééquilibrage du rapport de force entre bailleurs et preneurs qui pourrait favoriser certaines implantations avec un marché immobilier plus fluide que l'an passé. David Bourla, merci beaucoup. Merci à Merci à vous vous. et à très bientôt.